Autre thématique à présent, Philippe de Villiers, on va parler de la proposition de loi sur l'aide active à mourir qui est à l'Assemblée. Et de nombreuses voix se sont élevées pour alerter sur ce qu'ils considèrent des dérives, des incohérences, des dangers d'un tel projet. Des spécialistes alertent pour défendre la vie et les soins palliatifs. Prudence jusqu'à la porte-parole du gouvernement. Mais je vais vous faire écouter Philippe Juvin. Il est chef de service des urgences à Pompidou, mais il est également député Les Républicains. Et c'est avec cette double casquette qu'il a témoigné au micro d'Europe 1 cette semaine. Écoutez. J'ai 2-3 principes. Le premier, c'est que quand j'entre dans une chambre en blouse blanche, je ne veux pas que le patient ait à se poser la question de pourquoi je viens. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai rencontré, moi, des gens qui m'ont demandé de mourir parmi mes patients durant ma carrière. Et ce que j'ai observé, c'est quand on arrivait à donner une réponse à leur demande d'aide, parce qu'en réalité, il y a toujours une demande derrière, eh bien, en fait, la demande de mort disparaît. C'est quoi les demandes? C'est évidemment la souffrance physique, c'est l'isolement social. Les gens qui sont tout seuls, quand vous commencez à leur dire « vous comptez pour moi », vous leur tenez la main, eh bien, les demandes de mort disparaissent. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous avez à plusieurs reprises, depuis qu'on a commencé à en parler, alerté sur un changement de législation à propos de la fin de vie. Aujourd'hui, le mot euthanasie n'est pas présent dans la discussion, mais les parlementaires sont en train de parler de ça aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demain au Sénat. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire alors qu'ils s'intéressent à un sujet qui est fondamental pour notre civilisation? D'abord, je voudrais, avant de vous répondre, saluer le courage et le brio, le panache du professeur Philippe Juvin. J'ai eu la chance, le privilège de pouvoir écouter toute son intervention à la commission des lois, dans une atmosphère qui était spéciale. C'était lourd. Il y avait un côté mortifère, morbide. Et lui, il est allé tout droit, avec son expérience de grand médecin. Et je me suis dit, cet homme sauve l'honneur. Mais vous ne m'empêcherez pas de dire quelque chose de personnel. Cette semaine, j'ai été bouleversé, accablé. Quand j'ai vu la prise de position de Bruno Retailleau. Bruno, on a travaillé ensemble pendant 3 décennies. Je sais ce qu'il pense. Il a accueilli avec moi le professeur Lejeune au Puy du Fou. C'est un fan de Grignon de Montfort, un catholique fervent, qui ne compose pas avec ses convictions. Et là, il a fait une conférence de presse hier, et quelqu'un lui pose la question, un journaliste du boulevard Voltaire, je crois, lui pose la question, projet Bayrou, et il dit je salue le courage de François Bayrou. Bon, j'ai pas vu la suite, mais ça m'a suffi, j'ai coupé. Je salue le courage de François Bayrou. Vous vous rendez compte? Le courage de François Bayrou, ça consiste, c'est la méthode démocrate chrétienne, à faire une loi qui soigne et en même temps une loi qui tue. Moi, je dis aux soignants, attention les mecs, il ne faudra pas se tromper de seringue. Hein. Et les 2 lois vont être collées. On va être votés ensemble, l'une après l'autre. Voilà. Or, alors je vais, en pesant mes mots, dire de quoi il s'agit, pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent aient conscience de la rupture anthropologique ou même de l'inversion anthropologique que nous sommes en train de vivre. Le serment d'Hippocrate a 25 siècles. Tu ne tueras pas. C'est le message donné à n'importe quel infirmier, à n'importe quel soignant. Tu ne tueras pas. Donc il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas d'accommodement possible. Sinon, c'est la fin du monde. En tout cas, du monde civilisé. Alors, rupture anthropologique, pourquoi? Parce que, comme le dit très bien Philippe Juvin, ce n'est pas à la médecine d'administrer la mort. Et ce n'est pas non plus au pouvoir politique d'un instant de changer, d'inverser les repères moraux de la société. La main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Parce que comme le dit très bien Philippe Juvin,
Il dit, quand j'entre, moi, médecin, en blouse blanche, dans la chambre d'un malade, je ne veux pas croiser dans son regard un soupçon sur ce que je viens faire. Je viens le soigner ou le tuer? Donc c'est une rupture anthropologique. Le serment d'Hippocrate aura duré 25 siècles. C'est fini, avec Bayrou. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, c'est une manipulation des consciences. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on explique, non, mais ce sera des cas très particuliers. On nous refait le coup de l'avortement avec la loi Veil. On a vu où ça nous amenait. En d'autres termes, dans un premier temps, on dit « Oh là là, c'est très corseté, il y a une voie très étroite, avec des conditions draconiennes. » Et puis les conditions, elles sautent les unes après les autres. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on finit par éliminer la personne qui a un petit truc en plus. Par exemple, Pays-Bas, Belgique, Canada, les mineurs, les enfants. Les trisomiques, évidemment. On en a parlé il y a peu de temps. En fait, on est devant un bouleversement de civilisation. Pourquoi? Parce qu'on va créer une société de suspicion, la société du remords, la société du doute. Tous les voisinages vont être grignotés par le doute, gangrénés par le doute. Et je vous explique pourquoi. D'abord, le doute entre le soigné et le soignant. La relation de soins, comme l'a dit Mme Fourcade, est une alliance asymétrique. Pourquoi elle est asymétrique? Parce que le soigné est en position d'appeler le soignant sans trop savoir ce que va faire le soignant. Et cette relation asymétrique, cette relation de confiance, elle repose sur une relation de confiance ineffable. Ineffable. Si jamais il y a le moindre soupçon, la relation de confiance n'existe plus. Et donc le jour où ce projet va passer, le regard qu'on va tous porter sur les médecins sera différent. On aura peur. On se méfiera. Et les médecins entre eux se méfieront les uns des autres parce qu'ils sauront, tu vois, on sait très bien, la seringue que tu as utilisée, c'est pas le calmant, ne fais pas croire ça, etc. C'est épouvantable. Le doute, la suspicion partout. Deuxièmement, je connais, moi, y compris dans cette maison, des amis qui m'ont fait des confidences, pas plus tard qu'hier, et qui m'ont dit « j'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, je m'en remets pas ». Parce que là, on aura la possibilité de tuer ses proches. Et il faut imaginer ce que peut être l'esprit, la mentalité d'un proche qui a tué son père ou sa mère. On va tous se méfier les uns des autres. C'est une société invivable qu'on est en train de fabriquer avec cette loi. Et enfin, et c'est pas négligeable ce que je vais dire, les EHPAD. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lui aussi, il a sauvé l'honneur en disant « J'ai fait une étude sur les pays qui ont légalisé l'euthanasie. L'assurance maladie pour le grand âge, c'est 6 milliards d'euros. Et là, grâce à l'euthanasie, on va faire une économie d'1,5 milliard. Donc, vous imaginez la tentation, qui est d'ailleurs derrière ce projet de la Macronie. C'est de régler le problème des vieux. C'est de réguler, ils disent, de réguler les EHPAD. Donc vous imaginez quand vous allez conduire votre parent ou quand vous allez visiter votre parent dans un EHPAD, l'atmosphère, les directeurs d'EHPAD, est-ce qu'on va encore en trouver? Parce qu'on va les pointer du doigt en disant « toi, t'as tué mon père, t'as tué ma mère ». Et ben voilà, parce qu'on ne peut plus faire face puisqu'il n'y a plus d'enfants. Et qu'on ne peut plus payer la sécurité sociale parce qu'il n'y a plus d'enfants, donc ben, il faut éliminer les vieux. Voilà, ils sont en surnombre, les surnuméraires, on les appellera. Mais je vais plus loin.
à tout cela, on ajoute une filouterie sémantique. Et ça, je ne pardonne pas à Emmanuel Macron. Il ose parler d'une loi de fraternité. C'est un oxymore, loi de fraternité. Et il ose nous dire que la mort, finalement, est le prolongement du soin. Non, la mort n'est pas le prolongement du soin. Tous les médecins vous le diront, la mort n'est pas le prolongement du soin. Et donc, cette filouterie sémantique, pourquoi, Elliot, je crois, pourquoi? Je me suis posé cette question et j'ai la réponse. Elle est terrible, la réponse. Mais je ne peux pas la contourner. Ils ne veulent pas parler d'euthanasie. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière ce projet savent que le mot euthanasie nous amène très vite au mot eugénisme. Et que finalement, ce qu'ils sont en train de faire, ça a déjà été fait par une loi le 14 juillet 1933. Pas en France, en Allemagne. J'ai très bien connu le cardinal Ratzinger. Un jour, il m'a dit, vous savez, soyez ferme sur l'euthanasie. Parce que moi, j'ai vécu ça après la loi de 1933. C'est pour ça que j'en parle. Il dit, j'avais un neveu trisomique. Un jour, il est parti. On l'a emmené à l'hôpital. Il n'est jamais revenu. La sélection eugéniste qui se prépare, je pèse mes mots, elle va nous entraîner sur les chemins de la dérive, du vieillard parfait et de l'enfant parfait. On a l'avortement constitutionnel, maintenant on a l'euthanasie, et donc nous allons entrer dans une société de l'invivable. Je dis aux parlementaires, ceux qui m'auront écouté, ne faites pas ça, de grâce. Vous allez tuer la civilisation.